Tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler des états de choc. Des états de choc. Alors finalement, c'est quoi un état de choc? Un état de choc, c'est une défaillance. D'accord? Alors c'est une défaillance circulatoire. Qu'est-ce que ça veut dire défaillance circulatoire? Ça veut dire une défaillance qui touche ce système circulatoire. Et le système circulatoire, il est composé de quoi? Il est composé du cœur et des vaisseaux. Alors, état de choc, c'est une défaillance du système cardiovasculaire. D'accord? Alors, cette défaillance, soit elle touche le cœur, soit elle touche les vaisseaux, soit elle touche les deux à la fois, cœur plus vaisseau, pour donner à la fin une souffrance cellulaire. Parce qu'en fin de compte, cette défaillance du système cardiovasculaire va entraîner une insuffisance d'apport d'oxygène à la cellule. Et quand la cellule qui compose le foie, qui compose les muscles, qui compose le cœur, qui compose le cerveau, qui compose les différents organes, souffre, quand ces cellules souffrent, elle va se manifester après par une défaillance multiviscérale. Ça veut dire une atteinte de ces organes. Les cellules de ces organes souffrent parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène. L'oxygène, il n'arrive pas. Pourquoi cet oxygène n'arrive pas? Parce que ce système cardiovasculaire, il ne peut pas assurer cette fonction. Il ne peut pas ramener de l'oxygène. Alors, le tableau clinique qui va se manifester après, il est secondaire à une défaillance de ces cellules. Elle est secondaire à une défaillance de ces organes c'était secondaire à une hypoxie ou bien à une souffrance cellulaire. D'accord? Voilà la définition de l'état de choc. Une insuffisance circulatoire, une défaillance du système cardiovasculaire qui donne à la fin une hypoxie cellulaire qui se manifestait par une défaillance multiviscérale. Cette défaillance qui peut toucher le cœur, elle peut toucher les vaisseaux aussi, et elle peut toucher le cœur et les vaisseaux. Quand cette défaillance touche le cœur, ça s'appelle un choc cardiogénique. D'accord? Et quand cette défaillance, elle touche le vaisseau, mais pas le vaisseau lui-même, par contre, elle touche le contenu de ce vaisseau. Le vaisseau, il est contenu, il est composé de la paroi vasculaire et un contenant qui s'appelle le sang. Alors, si cette défaillance, elle touche le contenu, voilà, le contenu de ce vaisseau, ça s'appelle un choc hypovolémique. D'accord? Quand cette choc, elle touche le vaisseau, d'accord? Lui-même, c'est pas le contenant ou bien le contenu de ce vaisseau. Par contre, le vaisseau lui-même, ça s'appelle un choc distributif. On va parler de ça après. Et au final, si on a une obstruction qui gêne le cœur, soit à éjecter le sang, soit à se remplir, ou la peau se remplir, c'est ce type-là de choc qui s'appelle un choc obstructif. Alors, on a 4 types d'états de choc. On a un état de choc cardiogénique, quand le problème il touche le cœur. On a le choc vasculaire, ou bien à la limite, le choc hypovolémique, quand on a un problème de contenu des vaisseaux. D'accord? On a un type de choc qui s'appelle un choc obstructif, quand il y a un problème dans le remplissage ou bien l'éjection au niveau cardiaque, d'accord? Le problème, il est au niveau vasculaire ou bien il est au niveau périphérique. Le cœur n'est pas malade. Par contre, il trouve une difficulté soit à se remplir, soit à se vider. D'accord? Ça s'appelle un choc obstructif. Et au final, on a un choc distributif quand le problème, il touche le vaisseau. Alors, on va parler de tout ça avec détail. D'accord? Alors, en commençant par l'état de choc cardiogénique. D'accord? Alors, pour l'état de choc cardiogénique, voilà, l'état de choc cardiogénique. Alors, quand on dit un choc cardiogénique, ça veut dire que cet, finalement, état de choc, c'est une défaillance. Alors, défaillance du quoi? Choc cardiogénique, c'est une défaillance du cœur. C'est une défaillance de la pompe cardiaque. Alors, la pompe cardiaque, elle est malade, elle ne peut pas éjecter le sang, elle ne peut pas assurer un débit cardiaque. D'accord? Excellent. Alors, soit elle est secondaire à une atteinte de la contractilité du myocarde. Le myocarde,
il présente un problème, il n'arrive pas à éjecter, à se contracter, à éjecter le sang convenablement. Secondaire, soit un infarctus du myocarde, un EDM, soit les secondaires à une myocardite, d'accord? Myocardite virale, myocardite bactérienne, peu importe. Soit une intoxication médicamenteuse, d'accord? Le cœur, il est subi à une intoxication médicamenteuse, exemple les bêta-bloquants, et ils vont le bloquer et ne le laissent pas, et bien sûr, générer, bien sûr, une force ou bien une fréquence suffisante pour éjecter le sang. D'accord? Sans carrément une décompensation d'une maladie chronique du cœur. Le malade, il est déjà connu malade. Alors, on a ce qu'on appelle la décompensation, veut dire c'est une altération brutale de cette altération brutale qui touche cette pathologie déjà connue chez le malade. Malade, son cœur, elle est déjà malade. Elle est sous traitement. Si on peut dire, elle assure quand même une petite tension artérielle. À un moment donné, secondaire, soit un raison X, cette stabilité, elle est perdue. D'accord? Le cœur, actuellement, il ne peut pas assurer une fonction ou bien il ne peut pas assurer une tension artérielle. Pour une raison X. Parce que il arrive à la fin. Le cœur, il était malade, malade, malade. Un jour, il va tomber malade sérieusement et ça s'appelle une décompensation cardiaque. D'accord? Alors, soit le problème, on a dit qu'il touche le myocarde par raison X, soit le problème, il touche la fréquence cardiaque, soit par un BAV, bloc auriculo-ventriculaire à haut degré, soit elle est marquée par une tachycardie ventriculaire, soit par une tachycardie supraventriculaire, qui sont tous associés avec un état de choc. D'accord? Alors cette arythmie, si on peut dire, cette trouble de conduction, ou bien ce trouble du rythme, elle provoque une impuissance du cœur à éjecter le sang convenablement, alors ça donne un état de choc. Alors, la cause, elle est mécanique. Alors on a dit, soit le problème il touche la contractilité cardiaque, soit il touche la fréquence ou bien le rythme cardiaque, ça c'est la contractilité et ça c'est le rythme cardiaque, soit elle touche mécaniquement les différentes composantes du cœur, surtout les valves. Alors, quand on dit une cause mécanique, ça veut dire une insuffisance mitrale. Cette insuffisance mitrale aiguë, les valves mitrales, il ne peut pas se fermer et s'ouvrir d'une manière normale, soit c'est secondaire à une ischémie, soit secondaire à une endocardite, ou bien une rupture du cordage. Cordage, ce sont qui est relié les piliers avec l'endocarde, d'accord? Les piliers avec la valve, voilà. Alors, ça s'appelle les cordages. Alors, si on a une rupture de cordage, la valve mitrale, elle ne peut pas assurer une fermeture adéquate, une ouverture adéquate. Alors, le sang, il passe de part et d'autre. Alors, ça s'appelle une insuffisance mitrale aiguë et ça donne un état de choc. D'accord? Alors, aussi, pour la valve aortique, soit elle subit à une insuffisance aortique aiguë, d'accord? Soit par une endocardite. Quand on dit endocardite, ça veut dire une inflammation qui touche l'endocarde, d'origine bactérienne, virale, ou bien beaucoup plus elle est bactérienne. Soit par une dissection aortique. Alors, la dissection de l'aorte, elle peut provoquer une défaillance de la fermeture et de l'ouverture de la valve aortique et ça provoque un état de choc carrément cardiogénique. D'accord? Soit un thrombus intracavitaire, j'ai une grande thrombose ou un grand thrombus en intraventriculaire, soit qui gêne bien sûr l'éjection d'une quantité suffisante du sang et ça provoque un état de choc, ou bien carrément une rupture du septum, d'accord? Voilà le septum. J'ai une rupture totale ce septum interventriculaire et ça provoque secondaire beaucoup plus à l'EDM, d'accord? Et ça provoque quoi? Ça provoque un état de choc cardiogénique, d'accord? Alors l'état de choc cardiogénique, c'est une défaillance qui touche le cœur, soit elle touche le cœur sur le plan musculaire, surtout quand on dit musculaire, le myocarde, soit elle touche le cœur au niveau rythmique, d'accord? Le rythme cardiaque, il est malade, d'accord? Manifeste par un BAV, une bradycardie ou bien une tachycardie, d'accord? Ou bien une atteinte qui touche les valves,
les valves, soit aortiques, soit mitrales, parce que les valves aortiques et mitrales sont les valves qui se trouvent sur le ventricule gauche. Et le ventricule gauche, c'est lui, la contraction du ventricule gauche, c'est elle qui assure une bonne tension artérielle. D'accord? Excellent. On va parler de l'état de choc hypovolimique. Alors, on a dit que l'état de choc, c'est une défaillance de l'un des composantes de l'appareil cardiovasculaire. Alors, état de choc cardiogénique quand il s'agit d'une atteinte qui touche le cœur, et un état de choc hypovolimique quand le problème il touche le contenu de ce vaisseau. Le vaisseau, il est bien, il n'est pas malade. Par contre, le contenu de ce vaisseau, il est malade. Alors, c'est quoi le contenu de ce vaisseau? C'est le sang. Alors, quand on dit un choc hémorragique, ou bien quand on dit choc hypovolimique, ça veut dire le problème, il touche le contenu sanguin. D'accord? Il n'y a pas assez de sang. Et on voit ça dans l'état de choc hémorragique. D'accord? Ou bien un état de choc hypovolimique par une perte hydrique. D'accord? Et quand on dit perte hydrique, soit secondaire à une diarrhée importante, soit elle est secondaire à une diarrhée importante, soit des vomissements, soit une brûlure étendue, où il y a une perte hydrique importante, qui se manifeste par un état de choc. Alors, cette choc qui s'appelle hypovolimique, elle touche le contenu du vaisseau. D'accord? Alors, le cœur ou bien le corps, qu'est-ce qu'il donne comme mécanisme de compensation pour essayer de répondre à cet état de choc? Il va générer une vasoconstriction. Une vasoconstriction qui touche le vaisseau. Quand on dit vasoconstriction, ça veut dire une contraction des muscles qui constituent le vaisseau, la paroi vasculaire. Alors, il y aura une vasoconstriction. D'accord? Donc, quel objectif? Pour que le contenu qui reste dans le vaisseau, le contenu sanguin bien sûr, il arrive au cœur pour assurer une bonne tension artérielle. Le corps aussi, il va s'accélérer, il va accélérer ses battements pour aussi augmenter, bien sûr, la tension artérielle. Alors, en gros, le débit cardiaque, si vous vous rappelez, est égal à la fréquence cardiaque fois le volume d'éjection systolique. Et ce volume d'éjection systolique, parce qu'on parle des volumes, ce volume d'éjection systolique est égal au volume télédiastolique moins le volume télésystolique. Alors, quel est le volume télédiastolique? Si on prend le ventricule gauche, alors le volume télédiastolique, c'est le volume qui se trouve dans le ventricule gauche après le remplissage, d'accord? Après le diastole, d'accord? Et le volume télésystolique, c'est le volume qui reste dans le cœur après la systole, après la contraction. Alors, cette différence de volume, d'accord, c'est le volume qui passe du ventricule gauche vers l'aorte, d'accord? Et ce volume-là, qui s'appelle le volume d'éjection systolique, c'est lui qui assure une tension artérielle, d'accord? Alors moi, le volume, parce qu'on parle de volume, on parle d'un état de choc hypovolimique, j'ai un problème dans les volumes, d'accord? Alors, ce volume-là, il est malade. Pourquoi il est malade? Parce que le corps ne remplisse pas correctement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de volume, d'accord? Il n'y a pas assez de volume, d'accord? Alors, le corps, il fait quoi comme réflexe pour assurer toujours une tension artérielle? Alors, il va augmenter la fréquence cardiaque en essayant, parce que j'ai une diminution de VES. Alors, le cœur, il va essayer d'augmenter la fréquence cardiaque pour assurer un débit cardiaque qui est constant. D'accord? Très bien. Aussi, les vaisseaux qui sont toujours sains, ou bien sains, ils vont exercer une vasoconstriction pour essayer de remplir le cœur convenablement, toujours pour assurer un bon VES, pour à la fin assurer un bon débit cardiaque. Alors, l'état de choc hypovolémique, c'est un problème qui touche le volume sanguin, le contenu de ces vaisseaux, soit par une perte sanguine, d'accord, c'est l'hémorragie, ça c'est connu, ou bien par une perte hydrique, parce que finalement le sang il est liquide, il est constitué de l'eau, d'accord. Alors cette perte hydrique, soit elle est secondaire à une diarrhée importante, soit elle est assurée, ou bien soit elle est secondaire à une déshydratation. Quand on dit déshydratation aiguë, extracellulaire, qui est secondaire, soit une diarrhée aiguë, soit importante, soit un vomissement incorrigible, soit une brûlure étendue. D'accord? Excellent.
On a dit que l'état de choc, c'est une défaillance du système cardiovasculaire, soit il touche le cœur, soit il touche les vaisseaux, soit il touche le contenu de vaisseau. D'accord? Maintenant, on va parler d'un autre type de choc. Cet type de choc, si vous vous rappelez, on a dit avant que suite à une perte du volume, suite à un état de choc, le corps, il essaye quoi? Il essaye d'augmenter le débit cardiaque en faisant une vasoconstriction et en augmentant la fréquence cardiaque. D'accord? Très bien. Maintenant, j'ai un état de choc. D'accord? Alors, cette vasoconstriction, elle sert à quoi? Elle sert à remplir le ventricule gauche. D'accord? Ça, c'est initialement. Et pour faire ce qu'on appelle la redistribution régionale du sang. Alors, dans l'état naturel ou dans l'état normal, où la tension artérielle, elle est normale, ou chez le sujet normal, sans état de choc, le sang, il arrive au cerveau, poumon, au cœur, au côlon, peau, cerveau, cœur, tous les organes. Par contre, dans l'état de choc, cette vasoconstriction qu'on a dit, hein, cette vasoconstriction réflexe, elle provoque quoi? Une redistribution du sang. Alors le sang, il va aller au cœur, il va aller au cerveau. Alors que le sang, il y aura une vasoconstriction sur les autres organes. Par exemple, le rein, la peau, les muscles, d'accord, tout ce qui est sur le système digestif, d'accord. Alors ces systèmes-là, le rein, le système ou l'appareil digestif, ou bien la peau, ou bien les muscles, comment dire, sont les victimes, d'accord, sont des victimes de cette vasoconstriction. Parce que le corps échante le sang vers les organes nobles, le cœur et le cerveau. Bien sûr, en attendant de régler le problème. Alors, cette vasoconstriction de sauvetage, si on peut dire, dans l'état de choc qu'on va appeler maintenant, on n'a pas cette vasoconstriction. Alors, on a un problème qui touche la paroi du vaisseau. D'accord? Alors, cette altération de redistribution du débit, il n'y aura pas une vasoconstriction. D'accord? Alors, devant cet état de choc, il n'y a pas une redistribution du sang. Il n'y a pas une vasoconstriction. Et ça va donner quoi? Pourquoi il n'y a pas une vasoconstriction? Parce que la paroi vasculaire, elle est malade. Et on va voir comment. Cette fois-ci, la paroi vasculaire, elle est malade. Et parce que la paroi vasculaire, elle est malade, elle provoque un état de choc. Le corps, il essaye de faire une vasoconstriction pour redistribuer le sang et l'acheminer vers le cerveau et le cœur, les organes nobles. Hop, il ne peut pas. D'accord? Il ne peut pas. Alors, il y aura quoi alors? Il y aura comme conséquence une fuite, hein? Une fuite hydrique, d'accord? De ce vaisseau. Si on prend le vaisseau ici, voilà le vaisseau. J'ai un problème qui touche le vaisseau, la paroi vasculaire. Alors, le contenu, elle est là, elle n'est pas malade. Alors, le vaisseau, elle est malade, ou bien la paroi vasculaire, elle est malade. Alors, il y aura une fuite capillaire du liquide vers l'interstitium. D'accord? Il n'y aura pas une vasoconstriction au réflexe. D'accord? Il y aura une formation des œdèmes périphériques. Et cet état de choc, elle s'appelle un état de choc distributif. Pourquoi distributif? Parce que dans l'état normal, dans l'état de choc, ou bien dans la situation normale où on a un état de choc hors cet état de choc, ça veut dire cet état de choc distributif, si on a par exemple un état de choc hémorragique ou bien cardiogénique, la physiologie parle d'une vasoconstriction pour redistribuer le sang vers les organes nobles. Dans cet état de choc, j'ai un problème dans la vasoconstriction. Alors, il n'y aura pas une redistribution quand on a un état de choc. D'accord? Alors, cet état de choc, elle est secondaire à une atteinte de ce vaisseau. Et on va voir les causes. C'est pour cette raison, il n'y aura pas cette vasoconstriction, il n'y aura pas cette distribution. Alors, on parle de ce choc comme un choc distributif. D'accord? Un état de choc distributif. Très bien. Et on va voir ça de ce qu'on appelle l'état de choc septique. Alors, l'état de choc septique, c'est une atteinte qui touche le vaisseau secondaire à une infection importante. D'accord? À une infection sévère, soit elle est d'origine virale, soit d'origine bactérienne, parasitaire, fongique. Elles sont tous le droit pour donner un état de choc septique. D'accord? Soit on a un état de choc inflammatoire secondaire à une pancréatite aiguë ou bien une brûlure étendue.
D'accord? Alors, le brûlure étendue, la pancréatite aiguë, ne sont pas des causes infectieuses. Alors, cet état de choc distributif s'appelle un état de choc inflammatoire. L'inflammation sévère secondaire à une pancréatite aiguë, par exemple, ou bien brûlure étendue, ça provoque une atteinte de vaisseau. Cette atteinte de vaisseau s'appelle un état de choc inflammatoire. On a aussi un autre type de choc qui s'appelle choc spinal. Cette choc spinal, elle est secondaire à quoi? Elle est secondaire à une perte toujours de la contraction ou bien le pouvoir contractile de ces vaisseaux. D'accord? Elle est secondaire cette fois à une section médulaire. D'accord? Une section médulaire. D'accord? À une section, je m'excuse pour ce bruit. Alors, une section médulaire, d'accord? Une section médulaire, d'accord? Au niveau de la moelle épinière, hein, elle provoque une perte de cette vasoconstriction, de le pouvoir contractile de ces vaisseaux. Alors, il n'y aura pas. Et cette perte de vasoconstriction, il y aura une vasodilatation, d'accord? Donc, il n'y a pas de contraction, il y aura une vasodilatation. Alors, le sang, il va descendre en bas, d'accord? Et il y aura une mauvaise redistribution du sang, et ça s'appelle un état de choc distributif. Alors pour l'état de choc distributif, on a l'état de choc septique, on a l'état de choc inflammatoire, on a l'état de choc spinal, et on a un état de choc qui s'appelle l'état de choc anaphylactique. D'accord? Parce que finalement, l'état de choc anaphylactique, c'est une perte de pouvoir contractile, d'accord, des vaisseaux. Et il y aura aussi, bien sûr, une mauvaise distribution du sang vers les organes nobles. Et le sang va descendre en bas et ça provoque un état de choc. Alors, l'état de choc, c'est une atteinte ou bien une défaillance du système cardiovasculaire. Il peut toucher le cœur et ça s'appelle un choc cardiogénique. Il peut toucher le vaisseau. Maintenant, pour le vaisseau, soit elle touche le contenu de ce vaisseau et ça s'appelle l'état de choc hypovolémique, soit hémorragique, soit par déshydratation aiguë, soit elle est secondaire à une atteinte du vaisseau. Et quand on dit atteinte de vaisseau, veut dire une atteinte du pouvoir contractile du vaisseau. Et ça s'appelle un état de choc distributif. On a 4 types. On a l'état de choc septique, où l'origine elle est infectieuse. On a l'état de choc inflammatoire, et on a l'état de choc spinal, et on a l'état de choc anaphylactique, ou bien sûr, il y a une réaction allergique dedans. D'accord? Excellent. Alors, on a maintenant, ça c'est comme un petit résumé. Maintenant, le cœur, voilà le cœur, il trouve une difficulté à éjecter le sang ou bien à se remplir. D'accord? J'ai le ventricule gauche ou bien j'ai le ventricule droit ici, j'ai le ventricule gauche ici. D'accord? Alors, le ventricule droit, il trouve un problème à éjecter le sang. Le ventricule droit, il n'est pas malade. D'accord? Par contre, il trouve une difficulté à éjecter le sang. Alors, cette difficulté, elle est secondaire à une obstruction qui se trouve sur l'artère pulmonaire. D'accord? Et cette obstruction qui se trouve sur l'artère pulmonaire, c'est l'embolie pulmonaire. D'accord? Alors, ça peut provoquer un état de choc. Et cet état de choc, elle s'appelle un état de choc obstructif. D'accord? Parce qu'on a un embole ou bien une thrombose qui obstrue l'artère pulmonaire, qui ne laisse pas le cœur faire la systole d'une manière convenablement. Alors, état de choc. Elle n'est pas cardiogénique, hein? D'accord? Par contre, c'est un état de choc obstructif. Le cœur, il est normal. Soit sur le plan musculaire, soit sur le plan valve, soit sur le plan rythmique, électrique. Par contre, il trouve le problème, il est sur l'artère pulmonaire. Il trouve une difficulté à éjecter le sang. Ça donne un état de choc obstructif. D'accord? Excellent. Maintenant, le ventricule droit, il trouve une difficulté à se remplir. D'accord? Le ventricule droit, il ne peut pas se remplir de manière normale. Alors, j'ai un obstacle autour du ventricule droit. Et cet obstacle sur le ventricule droit, il s'appelle quoi? Il s'appelle un épanchement péricardique. Et quand il arrive, cet épanchement, quand la quantité de cet épanchement ou bien de ce liquide est importante, elle va gêner trop le ventricule droit. D'accord? Gêner le ventricule droit,
ne le laissez pas se remplir d'une manière convenable, alors il va recevoir une petite quantité du sang et il va éjecter juste une petite quantité du sang et ça donne un état de choc et elle est obstructive. Le problème, il est dans le diastole, dans le remplissage, mais pas dans le cœur lui-même, mais à cause des vaisseaux. D'accord? Soit à cause de vaisseaux dans l'embolie pulmonaire et à cause de la paroi qui entoure le cœur, liée le péricarde. D'accord? Alors cette gêne, bien ce gène-là qui gêne le remplissage du ventricule droit, soit les secondaires à une tamponnade, quand la quantité de cet épanchement péricardique est importante, ça s'appelle une tamponnade péricardique, ou bien cette gêne-là, elle est secondaire à une pression exercée par les poumons. Et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle un pneumothorax suffocant. D'accord? Alors, dans le pneumothorax suffocant, il y a une gêne, il y a une pression sur le remplissage du cœur et ça provoque ce qu'on appelle un état de choc obstructif. D'accord? Excellent. Maintenant, ou bien ces signes-là, ce type-là d'état de choc obstructif, il est marqué toujours par des signes respiratoires. D'accord? Soit par cyanose, et on va parler de ça, soit avec une cyanose, soit avec une dyspnée, soit avec les signes d'insuffisance cardiaque droite. D'accord? Excellent. Alors maintenant, on va parler du diagnostic. Comment diagnostiquer un état de choc? Alors le diagnostic de l'état de choc, il est purement clinique. D'accord? Sauf, on a quand même un petit paramètre qui nous aide à poser le diagnostic, un paramètre paraclinique, c'est le dosage de lactate. Si on a un taux de lactate élevé, ça veut dire j'ai une souffrance cellulaire, une hypoxie cellulaire. Cette hypoxie cellulaire, tant que j'ai une hypoxie cellulaire, ça veut dire que le sang n'arrive pas d'une manière adéquate, alors c'est un état de choc. D'accord? Par contre, le diagnostic de l'état de choc, il est purement clinique. D'accord? Sauf, on a dit, pour le dosage de lactate. D'accord? Alors, j'ai un malade qui arrive aux urgences. Comment je peux savoir il est en état de choc ou non? Alors, le premier paramètre à voir, c'est la pression artérielle, la tension artérielle. Alors, une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure, ou bien une pression artérielle systolique inférieure à 40 mm de mercure, ou bien 30% chez les malades, soit avec une HTA, soit qui vit avec des petites tensions. D'accord? Alors, la pression artérielle systolique inférieure à 90, c'est le signe clinique le plus important qui pose le diagnostic, qui nous aide à poser le diagnostic. Soit cette pression artérielle systolique elle est à 90, soit la pression artérielle systolique chez mon malade qui est connu hypertendu, ou bien il est connu quand même qui vit avec des petites tensions, il a une insuffisance cardiaque, alors il vit avec des petites tensions, 8, 9, 10, d'accord? Ou bien il est en hypertendu qui vit avec de 14, 15, 16, 17 de tension artérielle, alors une diminution de 30% de la pression artérielle systolique, ou bien une diminution de plus de 40 mm de mercure par rapport au chiffre habituel est considéré comme un élément important ou comme un état de choc. D'accord? Alors l'état de choc, c'est une hypotension artérielle. D'accord? Très bien. Alors cette hypotension artérielle, on a dit que cet état de choc, elle provoque une inadéquation de l'apport de l'oxygène chez les cellules. Alors la cellule, elle souffre. Les cellules composent les différents appareils, différents organes. Alors au final, j'aurai une défaillance multiviscérale. Alors au niveau cérébral, une hypoperfusion cérébrale, ça provoque quoi? Ça provoque un trouble de la conscience, d'accord? Agitation, qui peut aller jusqu'au coma, d'accord? Sur le plan respiratoire, le patient, il va manifester, il manifeste, il présente une dyspnée, d'accord? Une cyanose,
D'accord. Mon malade est présente des signes respiratoires, pas d'origine respiratoire, mais c'est l'état de choc qui provoque ou là, qui nous donne ces signes. D'accord. Alors sur le plan cutané muqueuse, il y aura des marbrures. Et les marbrures sont quoi? Sont les vasoconstrictions qui touchent les vaisseaux, hein, qui irriguent la peau. Alors ça donne ce qu'on appelle les marbrures. D'accord. Excellent. Alors un autre élément, mon malade, il n'assure pas, son cœur et ses vaisseaux n'assurent pas une oxygénation adéquate des cellules. Alors les cellules, ils commencent à respirer d'une manière anaérobie, il n'y a pas d'oxygène, alors elles respirent, hein, sans oxygène. Et ça va donner une augmentation de ce qu'on appelle lactate. D'accord. Alors l'augmentation du taux de lactate, d'accord, au niveau sanguin, ça nous aide, bien, ça signe qu'il y a une hypoperfusion cellulaire et qui est secondaire à une défaillance du système cardiovasculaire, qui est secondaire à un état de choc. D'accord. Excellent. Et pour le cœur aussi, s'il n'est pas malade, hein, il essaye à assurer une bonne tension artérielle. Alors il fait quoi? Il va augmenter sa fréquence cardiaque et ça manifester avec une tachycardie. D'accord? Beaucoup plus sinusale. D'accord? Alors mon malade est arrivé aux urgences. Moi j'ai fait une petite prise de la pression artérielle. Je l'ai trouvée égale à 60 systolique, hein, à 60 mm de mercure. Hop, c'est un état de choc. Bon, j'ai mesuré la pression artérielle au niveau du bras droit, puis le bras gauche. Les deux bras présentent une pression artérielle basse, systolique basse, à 70 mm de mercure. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors, je dois poser assez de questions sur les malades, aux patients, ou bien aux parents du patient. Et ça s'appelle l'interrogatoire. C'est très important. L'interrogatoire, il nous aide énormément à savoir le type d'état de choc. D'accord? Excellent. Alors, selon l'interrogatoire, je trouve que le malade, il a subi un traumatisme. Il a subi une hémorragie digestive hématémèse. Il a subi ou bien il a présenté une épistaxis de grande abondance. Mon patient, il a fait un méléna de grande abondance. Mon malade, il a fait ou bien il présente une douleur abdominale intense. Mon malade, il a quand même des échymoses très étendues sur le bras ou bien sur l'abdomen. Mon malade, il est sous, par exemple, le Solovinox pour raison X, pour embolie pulmonaire. Mon malade, il est sous Centron pour raison X, toujours pour SCFA. Mon malade, il fait quand même... mon malade, quand même, il fait une épistaxis, d'accord? Mon malade, il a quand même... ma patiente, bien, elle est enceinte depuis, à la limite, quelques jours, ou bien à 2 semaines. Je pense à une rupture soit une grossesse extra-utérine, soit une rupture, bien sûr, une rupture de cette grossesse extra-utérine, d'accord? Alors tout, selon l'interrogatoire, si mon malade présente un ou bien plusieurs de ces paramètres, ou bien ces signes-là, je pense qu'il présente un état de choc hémorragique. D'accord? Alors, c'est l'interrogatoire qui va guider l'examen clinique après. Alors moi, après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher, hein, le foyer qui saigne. D'accord? Je dois voir cet traumatisme. Est-ce qu'elle saigne, elle saigne pas? D'accord? Et bien sûr, je demande quelques examens complémentaires. Je peux demander une formule, une FNS, une formule sanguine à la recherche de, à la limite, d'un taux d'hémoglobine qui est bas, mais attention de ça, hein, d'accord? Pas toujours. Le taux d'hémoglobine, il est bas, d'accord? Dans certaines situations, j'ai une hémorragie catastrophique et le taux d'hémoglobine, il est normal, il est à 10. Pourquoi il est à 10? Parce que quand on dit un saignement, ça veut dire une perte d'hémoglobine et du liquide, d'accord? Par contre, si je commence à remplir mon malade avec le sérum salé ou bien du plasma gel, hop, l'hémoglobine, il va commencer à se baisser, d'accord? Alors attention de cette histoire d'hémoglobine, d'accord? En général, devant l'état de choc hémorragique, le taux d'hémoglobine ne doit pas vous rassurer trop, hein, d'accord? Surtout initialement. Par contre, je dois chercher le taux de plaquettes. Peut-être mon malade, il a une thrombopénie, hein? S'il a une thrombopénie, hein, ça c'est sûr
qu'il a consommé assez de plaquettes. D'accord? Bien sûr, je dois faire le reste de l'examen clinique, le reste, je dois demander le reste le reste du bilan, d'accord? L'urée, créate, ionogramme, sanguin, la fonction rénale, le bilan hépatique, hein, d'accord? Et la glycémie, bien sûr. Et bien sûr, le TP et le TCA, hein, pour voir l'hémostase du patient. D'accord? Excellent. Alors, selon l'interrogatoire, j'ai pu demander certains bilans et aussi de demander certains examens complémentaires. Je peux demander par exemple une échographie abdominale ou abdominopelvien à la recherche d'un hématome quelque part, d'accord? Et je peux même aussi demander une angioscanner, d'accord? À la recherche toujours, hein, à la recherche toujours de ce foyer qui saigne. D'accord? Ou bien une endoscopie, soit gastrique, soit coloscopique, pour confirmer le foyer hémorragique et arrêter le saignement à tout prix. Le traitement de l'état de choc hémorragique, c'est d'arrêter ce foutu saignement. C'est lui qui va tuer votre malade. D'accord? Alors, arrêter le saignement, c'est le principe, hein, de la prise en charge de l'état de choc hémorragique. D'accord? Un peu de remplissage. D'accord? Un peu de remplissage avec le sérum salé ou bien les colloïdes. Il peut nous aider initialement à maintenir une petite tension artérielle en attendant d'arrêter ce saignement, ce foutu de saignement. Aussi, je peux mettre aussi les drogues vasoactives type noradrénaline, d'accord? Toujours pour assurer une tension artérielle, d'accord? En attendant d'arrêter ce foutu saignement. Alors, devant un état de choc hémorragique, initialement, je dois tout d'abord confirmer que ma maladie fait un état de choc, d'accord? Pour parler de l'état de choc, hein, d'accord? Alors, mon malade, il fait un état de choc parce que les tensions artérielles sont basses. Selon l'interrogatoire, je peux m'orienter vers un état de choc hémorragique, d'accord? Je demande quelques bilans biologiques et quelques examens complémentaires pour aider à savoir la gravité de l'état de choc hémorragique et de localiser le foyer du saignement, d'accord? Et en parallèle de tout ça, je commence, hein, à voir comment arrêter ce saignement, d'accord? Et je peux le remplir en attendant bien sûr d'arrêter ce saignement, parce qu'en général ce sont des gestes chirurgicaux et ramener le malade au bloc opératoire. En attendant de faire ce geste, d'arrêter ce saignement, je dois remplir mon malade, d'accord, avec le sérum salé isotonique, mais ne remplissez pas le trop, hein, d'accord? On peut donner 250 jusqu'aux 500 millilitres dans les 5 à 10 minutes, dans les 10 premiers, les 5 à 10 minutes, dans les 5 à 10 minutes première minute, d'accord? Et je peux augmenter le remplissage jusqu'à atteindre 30 millilitres par kilo, hein, sur les 3 premières heures, d'accord? Comme maximum, hein, le 30 millilitres par kilo, c'est le maximum que je peux atteindre comme remplissage, soit par le sérum salé, d'accord? Et en général, c'est la meilleure solitude de remplissage. Oui, les colloïdes, plasma gel et toute cette histoire a ses indications parce qu'elle a quand même un pouvoir expansif important, d'accord? Et je dois le remplir parce qu'en général, le sérum salé, c'est le meilleur, hein, c'est le meilleur et le plus disponible, d'accord? Alors, je remplis mon malade avec le sérum salé à raison de 30 millilitres par kilo comme maximum, hein, d'accord? Alors, si les tensions artérielles sont toujours basses, je dois remplir, ou là, je dois mettre mon malade sous noradrénaline, sous ce drogue vasoactive, d'accord? En essayant tous, l'objectif de remplissage et le mettre sous drogue vasoactive, c'est d'augmenter la pression artérielle pour assurer toujours une bonne oxygénation des organes, surtout nobles, cerveau et cœur. En attendant toute cette histoire, en attendant d'arrêter le saignement. D'accord? Et le remplissage, elle peut commencer par comment dirais-je, le sérum salé. Et n'oubliez pas, bien sûr, la transfusion. La transfusion sanguine, elle est importante. Quand je remplis mon malade avec ce liquide, elle emporte, bien sûr, le sérum salé et, bien sûr, le sang. D'accord? Et des fois, les plaquettes et les facteurs de coagulation, bien sûr, selon l'évolution de l'hémorragie et selon l'évolution biologique, le taux d'hémoglobine, le taux de plaquettes et le TP-TCA. Alors, devant un état de choc hémorragique, remplir votre malade, d'accord? Bien sûr, transfuser votre malade,
c'est selon la gravité de l'hémorragie, hein, d'accord, qui vous dit, ou qui vous oriente à transfusion ou non votre malade. C'est pas le taux d'hémoglobine initial. Deuxièmement, mettre malade sous drogue vasoactive. Et toute cette histoire, remplissage, transfusion, drogue vasoactive, en attendant d'arrêter le saignement, soit d'une manière chirurgicale, soit d'une manière non chirurgicale. D'accord? Excellent. Ça, c'est la prise en charge à la limite superficielle de l'état de choc hémorragique. On va parler d'une manière générale, hein, d'accord? Sinon, si on parle de la prise en charge détaillée, on va ramener, ou bien on va parler de l'état de choc hémorragique, septique, cardiogénique, kul wahda wahda. D'accord? Très bien. Maintenant, mon malade, il arrive aux urgences avec une tension artérielle à 7 mm de mercure, 70 mm de mercure. Selon l'interrogatoire, mon malade, il est connu cardiopathe. D'accord? Mon malade, il est connu insuffisance mitrale. Mon malade, il est connu qu'il a une sténose aortique. D'accord? Mon malade, il est connu comme si il a une cardiopathie. Il a un édème déjà. Ça fait quelques jours, bien quelques mois. Il est connu quand même qu'il a un trouble du rythme cardiaque. D'accord? Alors, mon malade, il est connu cardiopathe, sa cardiopathie rythmique ou bien myocardique ou bien au niveau valvulaire, ou bien mon malade arrive, hein, il est connu comme ça, il est connu insuffisance, ou là il est connu insuffisance cardiaque, ou bien qu'il a un antécédent d'une cardiopathie, d'accord. Plus à l'examen clinique, je trouve une douleur thoracique, d'accord. Je trouve les signes d'insuffisance cardiaque droite. Par exemple, je trouve une turgescence des jugulaires. Je trouve des œdèmes des membres inférieurs. Ça veut dire quoi? Ou bien à l'auscultation, je trouve hmm, un souffle valvulaire. Ça va nous orienter vers un état de choc. hmm. Ça va nous orienter vers un état de choc cardiogénique. Alors, mon malade, il présente une hypotension artérielle. Sur les antécédents, il a quand même une cardiopathie, X, soit ischémique, soit rythmique, soit valvulaire. Il a un tableau clinique marqué par une douleur thoracique, ou bien marqué par les signes d'insuffisance cardiaque droite, surtout l'hépatomégalie, la tergiversance des jugulaires, l'œdème des membres inférieurs. Ou bien il a quand même un souffle, hein, au niveau mitral ou bien au niveau aortique. Ça va nous orienter directement, et bien sûr sur le sujet, hein, ou bien sur le sujet, je trouve soit les signes d'ischémie myocardique, soit les signes d'une trouble de rythme. D'accord? Ça veut dire que l'état de choc, c'est un état de choc cardiogénique. D'accord? Excellent. Ce que je dois faire devant cet état de choc cardiogénique, alors la première chose à faire, c'est de savoir quelle est l'origine, quelle est la cause, bien sûr selon l'examen clinique, et selon certains signes, certains ECG. D'accord? Allahu Akbar. Alors, je fais un ECG, d'accord? Surtout comme mon malade, il a fait une douleur thoracique, d'accord? Alors, je fais un ECG. Soit je trouve les signes d'ischémie myocardique, soit je trouve un édème étendu, d'accord? Dans cette situation, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ce qu'on appelle la l'angioplastie de sauvetage. L'angioplastie primaire ou bien l'angioplastie de sauvetage. Mon malade, il doit être acheminé rapidement vers un centre de coronarographie pour mettre un stent, d'accord, pour enlever cette obstruction, d'accord, qui se trouve sur l'artère coronaire et libérer la circulation là-bas, en mettant bien sûr un stent. Et ça s'appelle angioplastie primaire. Quand l'angioplastie primaire n'est pas disponible, on peut faire ce qu'on appelle la thrombolyse ou bien la thrombolyse médicamenteuse. D'accord? Alors, un état de choc secondaire, un infarctus du myocarde qui touche une partie importante du myocarde, pour nous donner un état de choc, elle doit bénéficier d'une angioplastie ou bien d'une thrombolyse. D'accord? Excellent. Alors que l'indication beaucoup plus, c'est l'angioplastie. Hein, d'accord? À défaut de l'angioplastie, on peut quand même thromboliser le patient. D'accord? Maintenant, selon l'ECG, je trouve que mon malade elle présente une tachycardie ventriculaire, une tachycardie supraventriculaire, une SCFA, d'accord? Elle est associée avec un état de choc. Alors, qu'est-ce que je dois faire?
je dois convertir ces troubles de rythme. Je dois choquer ces troubles de rythme. Je dois choquer cette tachycardie ventriculaire. Je dois choquer cette TSV. Je dois choquer cette SCFA parce qu'elle est associée avec un état de choc. État de choc. Et je peux aussi utiliser certains médicaments. D'accord? Mais en gros, pour les trois, c'est le choc électrique externe qui peut les mettre. D'accord? Qui peut les réduire. D'accord? Pour nous donner des bonnes contractions musculaires pour donner une tension artérielle. Parce que finalement, l'objectif, c'est ça. C'est de corriger la pression, cet état de choc, et augmenter la pression artérielle. D'accord? Maintenant, mon malade, il présente comment dirais-je, un souffle. Il présente un souffle. Alors, forcément, que le problème, il est sur les valves, soit la valve mitrale, soit la valve aortique. Soit c'est une rupture de cordage, secondaire à l'ischémie ou bien à l'endocardite, ou l'intervention chirurgicale, elle est urgente. D'accord? Soit dans l'insuffisance mitrale, soit dans la sténose aortique. D'accord? Ou bien dans l'insuffisance aortique aussi. Alors, quand l'atteinte elle est mitrale, l'intervention chirurgicale urgente est le seul moyen, ou bien pour sauver ce patient, ou bien lui mettre carrément sur une CEC, une circulation extracorporelle, ou bien qui s'appelle ECMO, d'accord, qui peut travailler au lieu du cœur en attendant de régler ce problème d'une manière chirurgicale. D'accord? Excellent. Mon malade, il a une tension artérielle systolique inférieure, ou bien elle est à 7,70 mm de mercure. Selon maintenant l'interrogatoire, je trouve que le patient est fébrile. Je trouve que le patient avait un foyer infectieux, soit d'origine, ce foyer, soit il est pulmonaire, soit il est rénal, soit il est digestif, soit il est urinaire, peu importe le foyer. J'ai un foyer infectieux, d'accord, selon l'interrogatoire. Mon malade, il a une fièvre, d'accord, ou bien il a une hypothermie, d'accord. Mon malade, il a une hypothermie. J'ai fait quand même quelques examens complémentaires, surtout à la FNS. Je trouve une hyperleucocytose. Les globules blancs sont à 20 000, 30 000. Il est en lymphopénie, d'accord. Mon malade, il a quand même, sur le téléthorax, il a une image pulmonaire. Sur l'échographie, mon malade, il a les signes d'une pyélonéphrite. Il a les signes d'une prostatite, d'accord. Alors, devant ce tableau, je peux dire que mon malade, il a un état de choc septique. D'accord? L'interrogatoire, elle est en faveur. L'interrogatoire plus l'examen clinique, d'accord, et plus certains examens complémentaires sont en faveur d'un état de choc septique. Alors, la dernière définition de l'état de choc septique, elle remonte en 2016. Alors, l'état de choc septique, c'est quoi? Alors, c'est un état de choc, d'accord? C'est une hypotension artérielle qui ne répond pas au remplissage et qui nécessite l'introduction des drogues vasoactives, d'accord? Avec un taux de lactate qui est plus de 2 millimoles par litre, d'accord? Alors, le taux de lactate sanguin, bien sûr, il oriente c'est un élément important dans la définition de l'état de choc septique. Alors, hypotension réfractaire, si on peut dire, au remplissage, nécessite l'introduction des drogues vasoactives. Le meilleur drogue, c'est la noradrénaline, avec un taux de lactate qui est élevé, plus de 2 millimoles. D'accord? Excellent. Alors maintenant, je veux faire un taux de lactate. Est-ce que je dois faire un prélèvement sanguin artériel? Non. Le prélèvement veineux, il suffit largement à faire un taux de lactate, d'accord, pour voir est-ce que le malade il a une hyperlactatémie ou non, plus de 2 millimoles ou non, artériel et veineux. Pratiquement, la différence n'est pas importante. C'est pour ça que je peux faire, d'accord, un prélèvement veineux pour doser le taux de lactate. D'accord. Excellent. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Mon malade, il fait un état de choc septique. Alors, après le remplissage, on a dit que après le remplissage, pratiquement 30 millilitres par kilo, surtout sur les 3 premières heures. Il n'y a pas de réponse. J'étais obligé à introduire le drogue de choix, la noradrénaline. D'accord. Je commence toujours par 0,5 gamma par kilo par minute et je peux augmenter jusqu'au 1 gamma par kilo par minute. D'accord? Ça, c'est la prise en charge connue de l'état de choc septique. En parallèle du remplissage et en parallèle de la correction de l'hémodynamique, je dois corriger
la porte d'entrée. Je dois traiter la porte d'entrée. Alors, c'est urgent. C'est urgent de mettre malade ces antibiotiques. D'accord? C'est tellement urgent et c'est tellement urgent qu'il faut mettre malade sous antibiotique le plus rapide possible. D'accord? Parce que le foie, il est infectieux. Je dois lutter contre cette bactérie, ce germe-là. D'accord? Cette parasite, cette infection fongique. Je dois la bloquer avec les antibiotiques, les antifongiques, les antivirus, les fous. D'accord? Selon, bien sûr, l'étiologie et selon la cause. D'accord? Excellent. Alors, mais avant d'entamer les antibiotiques, il faut faire quand même faire certains prélèvements, d'accord, dans le cadre d'urgence. Parmi ces prélèvements, on doit faire une hémoculture, d'accord, dans les pics thermiques, d'accord. Je dois faire les autres prélèvements ECBU, d'accord. Je dois faire un PDP chez le malade, il est intubé. Quand on dit PDP, ça veut dire prélèvement distal protégé. Je peux lancer les sécrétions bronchiques, d'accord. Les sécrétions bronchiques, je peux faire un prélèvement, une ponction d'acide, un prélèvement de l'articulation, une ponction lombaire, d'accord? Alors, je dois faire l'examen bactériologique, d'accord, avant d'entamer l'antibiothérapie, sauf dans une seule situation, c'est la purpura fulminante, d'accord, où je dois bien sûr commencer le céphalosporine troisième génération sans même pas attendre de faire la ponction lombaire. D'accord? Excellent. Alors, j'envoie les prélèvements au laboratoire. Mon patient sous antibiotiques, bien sûr, large, en général, un bêta-lactamine avec un quinolone. C'est en général selon le foyer infectieux. D'accord? Alors, et j'attends, je remplis mon malade, et bien sûr, je le mets sous noradrénaline. Alors, cet état de choc, est-ce qu'elle nécessite une ventilation, intubation, ventilation? Oui. S'il s'agit, bien sûr, si le malade il est mal scoré, un score de Glasgow est inférieur à 8, si le malade il fait une détresse respiratoire, si le malade il est comateux, à ce moment-là, je dois intuber mon malade. Maintenant, mon malade il est conscient, coopérant. Et en parallèle de ça, il est en état de choc. Est-ce que je dois l'intuber ou non? Alors, l'intubation, elle peut apporter un plus, d'accord? L'intubation et la sédation, elle peut, l'intubation et la sédation, elle peut mettre le corps au repos, surtout le cerveau, d'accord? Et elle va éliminer la charge du travail, surtout la charge du travail respiratoire. Le malade, il est polypnique, d'accord? Il est polypnique de cet état de choc. Alors, il essaie à tout près à apporter de l'oxygène et ça, c'est une source de souffrance, d'accord? Alors, l'intubation, elle peut régler le problème respiratoire. Elle peut aussi diminuer la charge sur le cerveau. Alors, parce que le cerveau, il est en hypoperfusion. Alors, le malade, il se manifeste par une agitation, d'accord? Par un coma, par un trouble de la conscience, en gros. Alors, mais de l'autre côté, l'intubation, elle peut aggraver l'hémodynamique du patient parce qu'il y a le PEP, il y a une ventilation à pression positive. Alors, elle peut encore aggraver le profil hémodynamique. Alors, pour décider l'intubation et ne pas intuber, c'est vraiment difficile de prendre la décision, d'accord? Mais en gros, l'intubation chez le malade en état de choc, elle apporte un plus, d'accord? Elle est indiquée, d'accord? Ça, c'est en gros, d'accord? Mais ça reste toujours, chaque malade est un malade, d'accord? Maintenant, j'ai commencé l'antibiothérapie, j'attends le résultat des résultats des prélèvements bactériologiques. Une fois le résultat revenu, je dois voir est-ce que le germe il est sensible aux antibiotiques que je l'ai mis ou non. Alors, si c'est oui, bien remettre, et là non, je dois faire soit l'escalade, soit la désescalade. Soit on zid les antibiotiques, on zid le nombre ديالهم, on zid le spectre ديالهم, ou bien النقص. C'est selon toujours le germe trouvé sur les prélèvements microbiologiques, ou bien parasites, ou bien fongiques. C'est selon, bien sûr, le foyer. D'accord? Est-ce que c'est clair? La prise en charge d'état de choc septique, c'est toute une histoire. D'accord? Ici, dans ce cours-là, on a fait juste un petit rappel. D'accord? Excellent. Maintenant, mon malade, il a un choc qui s'appelle un choc obstructif. Qu'est-ce que ça veut dire choc obstructif? Ça veut dire j'ai un obstacle, soit à l'éjection du sang, soit au remplissage du cœur. D'accord? Alors j'ai une obstruction à l'éjection. Bien sûr, cette obstruction n'est pas valvulaire, d'accord? Elle se trouve dans l'artère pulmonaire. Alors cette obstruction s'appelle embolie pulmonaire. Alors
Mon malade, il a une embolie pulmonaire sévère, grave, d'accord? Alors cette embolie pulmonaire grave, elle gêne le cœur à éjecter d'une manière convenablement le sang, et ça provoque quoi? Bien sûr, un mauvais passage du sang. Alors il y a pas de sang, il n'y a pas de volume, hein, d'accord? Alors, au fin de compte, ça nous donne un état de choc. Ça, c'est un état de choc qui s'appelle obstructif. Une obstruction à l'éjection, d'accord? Maintenant, si mon cœur, il se remplit difficilement, et c'est le cas du tamponnade, voilà le ventricule droit, voilà le péricarde, il est plein du sang, de liquide, je ne sais pas, alors il gêne le remplissage du ventricule droit. D'accord? Cette gêne au remplissage du ventricule droit, ça provoque un petit remplissage, quelques cc, à une volume limité du sang qui va être, ou bien le ventricule droit, il va contenir une petite quantité du sang et il va éjecter juste cette petite quantité. D'accord? Résultat, état de choc. D'accord? Par contre, cet état de choc, ça c'est un état de choc obstructif au remplissage, ça c'est un état de choc obstructif à l'éjection. D'accord? C'est la même chose pour le pneumothorax suffocant, il exerce une charge sur le ventricule droit, alors ça provoque un état de choc. D'accord? Le traitement est dépendant toujours de la cause. Alors pour le remplissage, sincèrement, on peut remplir, mais la quantité ne sera pas vraiment importante. D'accord? Pourquoi? Parce que le problème n'est pas au volume, le problème il est à l'éjection du cœur. D'accord? Aussi, je peux mettre des drogues vasoactives comme la noradrénaline pour améliorer pour améliorer le fonctionnement pour améliorer la précharge, d'accord, et améliorer l'activité ou bien la contractilité du cœur. On peut rajouter d'autres drogues, d'accord, pas que la noradrénaline. Je peux rajouter d'autres drogues comme du butamine, d'accord. Par contre, dans le butamine, parmi les contre-indications, un obstacle à l'éjection, d'accord. Alors, ça peut poser un problème de la dobutamine, d'accord. Alors, je peux donner un peu de remplissage, qui n'est pas vraiment important. Je peux aussi mettre malade sous drogue vasoactive. Et entre-temps, je dois régler le problème. Mon problème, c'est une obstruction, c'est une embolie grave. Alors, je dois l'enlever à tout près, soit par un thrombolyse, soit par une thrombectomie chirurgicale. D'accord? Aussi, pour le tamponnade. Pour le tamponnade, je dois enlever ce liquide en urgence. D'accord? Et quel est le meilleur moyen pour élever ce liquide-là? Bien sûr, c'est la ponction péricardique. D'accord? Pour le pneumothorax suffocant, il faut le drainer en urgence. D'accord? Excellent. De choc obstructif, on revient un petit peu en arrière vers le choc septique. Alors, on a dit que le choc septique, il fait partie d'un type de choc qui s'appelle choc distributif. D'accord? Le choc distributif, le premier état de choc, c'est le choc septique. Le deuxième état de choc, c'est le choc inflammatoire. D'accord? Quand on dit inflammatoire, secondaire, une réaction inflammatoire intense, qui est secondaire, soit une pancréatite aiguë, soit une brûlure étendue, d'accord, ou certains lymphomes, d'accord. Et troisièmement, c'est le choc anaphylactique, d'accord. Alors c'est un état de choc distributif. Pourquoi? Parce qu'elle touche le vaisseau. Le vaisseau, le pouvoir contractile du vaisseau, elle est perdue, d'accord. Elle est perdue par quoi? Elle est perdue par cette réaction immunitaire, réaction allergique intense, d'accord, qui provoque une vasodilatation des vaisseaux, d'accord, après la perte, bien sûr, du pouvoir vasoconstrictif. Alors, ça provoque un état de choc. Le volume, il est là, mais malheureusement, le vaisseau ne peut pas contenir bien ce volume-là, d'accord, parce que le vaisseau, il est malade, d'accord. Et comment on peut poser le diagnostic? Selon l'interrogatoire, le malade il est connu allergique à certaines substances, il a pris un médicament, il a pris un repas qui contient quelque chose qui est très allergique pour ce patient, il a subi une piqûre d'insectes, d'accord, piqûre d'abeilles. L'essentiel, il y a le facteur déclenchant, se forme allergène, d'accord. Donc l'allergène, elle est là, le patient il est en contact avec cet allergène, hop, si le patient il fait un état de choc, ça s'appelle un état de choc anaphylactique. En général, on ne trouve pas initialement les prurites, ou bien des démangeaisons, ou bien l'éruption cutanée, d'accord. En général, on ne trouve pas ces symptômes, d'accord, chez ces malades avec état de choc. Pourquoi? Parce que les vaisseaux périphériques, d'accord, les vaisseaux périphériques,
Il ne peut pas manifester. Les vaisseaux sont malades. Alors, il ne peut pas montrer hein, cette éruption cutanée et toute cette histoire. Alors, ces signes-là, d'accord, ils vont arriver après la correction de l'état de choc. Quand on corrige l'état de choc septique, ça commence, l'éruption cutanée commence à se manifester, les démangeaisons, les autres signes connus d'une réaction allergique. Alors, en général, un facteur déclenchant plus un état de choc. Un facteur déclenchant, c'est un allergène bien sûr connu pour le patient ou pas connu, pas forcément. Avec un état de choc, il n'y a pas d'autres signes, d'accord, dans l'interrogatoire ou l'examen clinique, hop, c'est un état de choc. D'accord, c'est un état de choc anaphylactique. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois injecter de l'adrénaline. Et quand on dit adrénaline, je prends 1 mg d'adrénaline, je fais la dilution jusqu'à 10 cc, d'accord? Alors, le 1 cc, elle va contenir après le 0,1 mg. Alors, j'injecte cette 0,1 mg au nidé chaque 5 minutes Allah. jusqu'à avoir une tension artérielle. D'accord? Une fois je perçois une tension artérielle, d'accord? C'est bon. Ou bien, je peux mettre le malade hein, sous adrénaline carrément à la seringue électrique pour garder toujours cette hémodynamique, hein, cette amélioration des chiffres tensionnels. D'accord? Et bien sûr, l'éviction du facteur déclenchant. Hein, par exemple, le malade est en contact avec une sonde vésicale, avec le latex du sonde vésicale, il a fait état de choc septique ou bien état de choc anaphylactique. Il faut à tout prix enlever ce facteur déclenchant, d'accord? Si vous laissez le facteur déclenchant en place, il n'y aura pas une réponse. Et après, vous pouvez rajouter les corticoïdes et les antihistaminiques, oui. Mais en état de choc septique, c'est l'adrénaline onividée. D'accord? Chaque 5 minutes, on attend le 0,1 mg chaque 5 minutes jusqu'à l'apparition d'un hémodynamique, d'une tension artérielle. D'accord? Et je peux le garder à la SAP. D'accord? Excellent. On a fait le tour. Hein? On a fait le tour. L'état de choc cardiogénique, l'état de choc septique, l'état de choc hypovolimique, l'état de choc distributif se forme septique, anaphylactique et inflammatoire, et choc spinal, d'accord, on n'a pas parlé de choc spinal, une section au niveau de la moelle épinière, d'accord, secondaire à une fracture ou bien d'autres traumatismes, ça provoque une hypotension. Cette hypotension, cet état de choc s'appelle un état de choc distributif, d'accord, ou bien état de choc spinal, si on peut dire, d'accord. Et toujours la prise en charge de l'état de choc, elle commence par un remplissage. Ce remplissage-là, il est dépendant de la cause de l'état de choc, du type de l'état de choc, d'accord? Et bien sûr, on utilise les drogues vasoactifs, type noradrénaline, type Dobutrex, type adrénaline. Bon, peut-être on n'a pas dit une chose, dans le choc cardiogénique, sur le choc cardiogénique, le drogue des choix, c'est le dobutamine, hein, la dobutamine ou bien Dobutrex. Pourquoi? Parce qu'il stimule les récepteurs bêta, il améliore la contractilité myocardique, d'accord? Alors au début, je peux mettre ce traitement, ce dobutamine. S'il est associé avec une insuffisance ou une hypovolémie, je peux rajouter de la noradrénaline, d'accord? Et si ça ne marche pas ni avec Tobu ni avec l'association avec noradré, je peux enlever les deux et mettre l'adrénaline, d'accord? Alors le drogue de choix, dans le choc cardiogénique, c'est la dobutamine, d'accord? Le drogue de choix en cas choc septique et hémorragique et tout ce qui est hypovolimique et tout ce qui est vaisseau, tout ce qui est défaillance du vaisseau, c'est la noradrénaline. Et bien sûr, le remplissage, il est trop indiqué dans l'hypovolimique vrai. Elle est indiquée aussi dans le choc distributif, d'accord? Mais la quantité diffère selon l'état de choc. Le remplissage doit être important dans l'état de choc septique, alors que dans l'état de choc anaphylactique, pas tellement. Hein. Le traitement, c'est beaucoup plus, c'est l'adrénaline, d'accord? Et bien sûr, le remplissage doit être aussi important et se forme du sang, hein, en cas état de choc hémorragique. Et voilà. Alors on essaye un petit peu de faire le tout. Le plus logique, c'est de faire chaque cours à part. État de choc septique wahdo, cardiaque wahdo, hypovolémique wahdo, pour bien sûr باش ندوهم bien en charge ونكونوا ومعطينا الحق. D'accord? Alors merci à vous et يعطيكم صحة. Si vous avez des questions, n'hésitez jamais. Merci.